Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous de l'AI-Santé, première édition d'une longue série d'événements sur les thématiques de l'AI-Santé. Premier événement sur Mon Espace Santé, c'est maintenant et c'est pour tous. Durant ce replay, vous aurez l'occasion de découvrir Dominique Pont qui vous présentera le lancement de Mon Espace Santé, une intervention de Jean-Christophe Zerbini de e-Santé Occitanie, de Nathalie Lagrasse-Giraud de la CPAM, de Fanny Montant de France Asso Santé et de Jean-Louis Fraisse sur l'écosystème occitan. Merci à tous et bon visionnage. Donc, je m'appelle Édouard Forzy, voilà, merci d'être présent ce soir. Donc, je suis le président de La Mêlée, qui est une association qui travaille sur tous les sujets d'usage et innovation numérique depuis l'an 2000, donc c'est maintenant 22 ans. Cette association voilà, regroupe de nombreux adhérents, 500 adhérents, qui travaille au travers de commissions thématiques. Et une de ces commissions thématiques, depuis de nombreuses années, travaille sur les sujets de la e-santé ou de la santé numérique. Enfin, voilà. Et on est très heureux de suivre cette évolution de la transformation numérique du monde de la santé. Et puis, d'autant que depuis quelques années, et depuis l'arrivée de la personne qui arrive, d'ailleurs, en ligne, notre ami Dominique Pont, notamment, les choses sont mises à aller encore un peu plus vite sur ces sujets de la e-santé. Voilà. Donc, très heureux de travailler sur ces sujets. Et tout ça se fait grâce à des adhérents qui bénévolement, qui bénévolement nous aident, organisent ces rencontres. Donc aujourd'hui, on est 100% en visio, par facilité, parce qu'on avait beaucoup d'intervenants et parce qu'on a des participants d'un peu toute la région. Et après, il y aura des prochaines réunions qui se feront en physique à Toulouse et à Montpellier en alternance. Parce que vous l'avez vu, là, on a des personnes présentes un peu partout. Nous-mêmes, on est basé à Toulouse et à Montpellier, et on agit vraiment sur toute l'Occitanie. Voilà, et les grands thèmes de la mêlée, hein, pour le dire en quelques mots, et après je laisserai la parole, c'est donc c'est plusieurs pôles: le pôle transformation numérique et cybersécurité, le pôle innovation, entrepreneuriat et numérique durable, que gère Bastien, ici présent, le pôle talent formation, le pôle inclusion numérique avec le programme RINOC, que vous connaissez peut-être, hein, et qu'on inaugurera à niveau de toute la région le 16 mars prochain, là, à Montpellier. Je pense que certains d'entre nous sont intéressés. C'est beaucoup de liens aussi avec la e-santé, parce qu'il faut aussi inclure les publics pour qu'ils sachent utiliser ces sujets de la e-santé, donc c'est fondamental. Et puis voilà pour cette petite introduction. Et je laisse ma collègue vice-présidente et co-animatrice de ce groupe e-santé, Valérie Sahuc, vous en dire un peu plus. Merci Edouard. Bonjour, je suis Valérie Sahuc. Donc effectivement, je participe à la mêlée au conseil d'administration et au bureau, et je fais partie des membres actifs de la commission santé numérique, qu'on appelle toujours e-santé, mais qui s'appelle santé numérique accessoirement. Donc je remercie tous mes collègues qui sont présents ce soir. Donc en fait, oui, sur l'année 2020 et 2021, compte tenu de l'actualité, on a beaucoup centré l'activité de la commission sur le projet du numérique en santé. On en a parlé à chaque mêlée numérique. Et on a pu avoir une partie des invités, notamment Dominique Pont, qui ont répondu à chacune de nos invitations. Donc c'est un projet qui nous paraît important, qui, on l'a dit plusieurs fois et Dominique le souligne, qui est un projet qui marchera si on y est tous ensemble. Donc notre objectif ce soir, comme dans de prochaines rencontres qu'on veut mettre en place, c'est vraiment que tout le monde puisse comprendre les enjeux de mon espace santé, s'engager et porter l'information le plus loin possible et auprès de tous les publics. C'est super important, que ce soit les entrepreneurs, que ce soit les citoyens les plus éloignés du numérique, que ce soit les professionnels de santé, chacun a un bénéfice à tirer de ce projet, et on est
super motivée pour le porter sur la durée également, puisque ça ne se fera pas non plus en quelques semaines, hein. Ça va être sur 18 ou 24 mois un enjeu. Donc, on est prêt à accompagner ce projet de Mon Espace Santé. Donc, je remercie tous les intervenants qui ont accepté de participer ce soir. Et donc, je vous propose de démarrer et je vais laisser la parole à Dominique Bon, s'il est avec nous. Oui, bonjour à tous. Merci Edouard, merci Valérie. Content de vous retrouver. Bon, en gros, faire un petit, ce que je vous propose, c'est faire un petit état des lieux de là où on en est de Mon Espace Santé. Et pour démarrer, pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous présenter une petite présentation là, très rapide pour vous dire en gros en 3 slides les enjeux du truc. En fait, toute la feuille de route du numérique en santé, tout ce que je vous ai déjà présenté les fois d'avant, tout ce qu'on porte depuis 3 ans, et qui est une mission d'ailleurs que je termine fin avril au moment des présidentielles. Elle consiste en gros à réguler en fait et à organiser en fait le bordel qu'il y a aujourd'hui, qui est que tous les professionnels de santé à droite dans ce transparent, les médecins traitants, les radiologues, les hôpitaux, par manque d'un peu de volontarisme de l'État qui n'a pas fixé les normes de sécurité de ces logiciels, les normes d'interopérabilité de ces logiciels, fait que ces logiciels ils sont dispersés un peu partout. Il y en a des centaines de milliers pour équiper tous les professionnels de santé en France. Et ces logiciels ne savent pas communiquer entre eux et ils ne respectent pas des règles élémentaires de sécurité. Premier constat, très négatif. Deuxième constat, il y a eu le lancement du fameux DMEP il y a 15 ans. Et au bout de 15 ans, il n'y en a que 10 millions d'ouverts pour 68 millions ou 9 millions de Français. Et ils sont vides, ou quasi vides. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans la vraie vie, comme ces logiciels ne sont pas communicants, ils ne savent pas communiquer entre eux, et ni avec le patient, ni entre professionnels de santé, il y a des moyens alternatifs qui se sont développés, que sont des outils non sécurisés, Gmail, WhatsApp. Donc, en gros, aujourd'hui, les données de santé des Français, elles peuvent transiter par des canaux non sécurisés sur des serveurs en Californie. La vraie vie, c'est ça. On part de là. En fait, on ne part pas d'un existant génial, on part d'un existant pourri. Ça, il faut vraiment, c'est le point numéro 1. Donc, ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'on ne crée pas un risque, on réduit le risque. C'est le premier point, c'est le bordel aujourd'hui et vos données de santé, elles sont dispersées, éclatées aux 4 vents, un petit bout chez votre gynéco, chez votre ophtalmo, chez votre médecin traitant, votre biologiste, votre radiologue. On a été incapable en France de vous restituer tout ça. Et en plus, les professionnels, ils ne savent même pas bien se communiquer les informations médicales entre eux pour pouvoir bien vous soigner. Donc, il manque toujours une information. Et donc, les patients, ils sont obligés de ramer pour amener des bouts de papier. Il manque toujours une information. Donc, en fait, on ne soigne pas bien. Et en plus, on ne respecte pas une souveraineté numérique en santé en France. Donc, les objectifs de Mon Espace Santé et de manière générale, toute la feuille de route, c'est que dans un an, on veut arriver à ça. Déjà, le déploiement d'une messagerie sécurisée de santé chez tous les professionnels de santé à fin 2022. D'ici fin 2022, on espère avoir plus de 60 millions de Français qui auront un espace de santé créé, sinon activé, c'est-à-dire peut-être pas utilisé, mais au moins créé. Donc, ça veut dire que ça peut commencer à être un réceptacle à données. Et donc ça, on pense à fin 2022 atteindre voilà, cette cible-là et de proscrire tout moyen de communication non sécurisé en France, non souverain, non régalien. Donc une messagerie française, service public, hébergée en France, sécurisée, qui permette à tous les professionnels de santé, à tous les patients de communiquer entre eux. Et à horizon fin 2023, comme le dit Valérie, c'est pour ça que ce n'est pas un temps, c'est pas en 15 jours que tout se règle, on pense avoir automatisé à peu près 80% des logiciels de santé des professionnels à droite là, qui auront été financés pour être mis aux normes. C'est le programme qu'on appelle le programme Ségur numérique. Il y a 2 milliards pour faire ça, où l'État labellise tous ces logiciels, impose aux industriels de les modifier pour que ces logiciels du médecin ou du radiologue, du biologiste, de l'hôpital, tout ça, il soit capable d'envoyer automatiquement une copie au patient dans Mon Espace Santé d'une donnée médicale. Donc, un médecin traitant qui fait une ordonnance, elle est son ordonnance, l'ordonnance qu'il fait, elle est dans son logiciel.
il vous donne une copie, une impression papier de l'ordonnance et de façon automatique, sans clic supplémentaire de sa part, c'est systématique, automatique, il y a une copie de l'ordonnance en format électronique qui vous arrivera dans mon espace santé. Et c'est vrai pour tous les éléments clés du parcours de soins. Les comptes rendus de radiologie, les comptes rendus d'hospitalisation, les résultats de biologie, etc., etc. Donc ça, c'est à cible fin 2023. Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, fin 2023, tout va arriver. Ça va être progressif au fur et à mesure où les éditeurs ont modifié leur logiciel, ils ont passé une labellisation de l'État. Voilà. Ça, c'est le point le plus important, que vous ayez ça en tête. C'est ça la cible. Une fois qu'on a atteint ça, on n'a pas tout résolu. Mais on a changé d'air, quoi. Voilà, on est revenu à quelque chose qui est souverain, qui est sécurisé, qui est des éditeurs de logiciels, c'est de l'écosystème privé, mais qui se connecte sur une plateforme publique, labellisée par les pouvoirs publics qui garantissent l'éthique et la sécurité, tout ça. Et pour arriver à ça, en fait, évidemment, il y a mon espace santé qui est le truc des patients, voilà. Mais en fait, ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Le dessous et la galère et l'énorme boulot, c'est avec les professionnels de santé, avec les éditeurs des logiciels et professionnels de santé. C'est les 12 travaux d'Hercule de modifier. Il y a des centaines de milliers de logiciels dans la nature, hein, qui depuis toujours, en fait, n'ont pas été vraiment régulés, quoi. Est-ce qu'on fait peut-être une phase de questions-réponses tout de suite, Dominique? Tu acceptes? Donc, est-ce qu'il y a des questions justement dans le public? Je vois quelqu'un lever la main. David, on t'écoute. Oui, bonjour Dominique. Je me posais une question par rapport à la compatibilité avec les logiciels de prise de rendez-vous comme Doctolib ou Quelldoc. Ça va être intégré là-dedans, le fait qu'on prenne rendez-vous sur l'un va être envoyé sur l'autre, ce qui est prévu? En fait, ce qui est prévu, c'est que ces logiciels de prise de rendez-vous, ils auront vocation à candidater dans le store de mon espace santé. Donc, tu vois, Doctolib, par exemple, il dira, ben, je veux être référencé dans le store. S'il est référencé dans le store, il aura l'obligation de pousser les rendez-vous dans l'agenda, le futur agenda qu'il y aura dans mon espace santé. Et il pourra en lire d'ailleurs si le patient l'autorise. Et donc, tu pourras avoir une brique agenda consolidée entre les différents outils de prise de rendez-vous. Tu vois, c'est ça la cible. Bon, on imagine. Il y a Patrick qui a une question également. Oui, bonsoir. Bon, je voulais savoir, moi, les données sont hébergées chez Atos, en France. Parce qu'en fait, si vous voulez, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, la digitalisation et un petit peu le flicage de la population, je veux dire, on a des craintes par rapport à l'exploitation des données, ce qu'on pourrait en faire. Quand on est en bonne santé, ça va. Mais bon, l'assureur derrière peut aussi tirer ses ficelles, tout le monde peut tirer les ficelles. Alors ça, c'est le point le plus important. Tu as raison de poser la question, Patrick. En fait, nous, notre croyance, et c'est la loi qui nous l'impose, et techniquement c'est fait comme ça, les données qui sont à l'intérieur de mon espace santé, tu as compris que c'est qu'une copie des données qui sont déjà chez le médecin ou dans l'hôpital. Donc c'est une sorte de sécurité, sachant que je ne veux pas te faire peur, mais avec un hacker stagiaire débutant, en une semaine, je pense casser n'importe quel système informatique d'un hôpital français. Donc, le niveau de sécurité actuel, ce n'est pas la panacée. Donc, quand les gens disent oh, « ça va être dangereux de le centraliser », c'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas voir la réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est méga fragile. Et donc là, au moins, on propose un backup. D'accord ? Donc, déjà, tu as ça. Aujourd'hui, tu as des hôpitaux qui ont leurs données qui ont été cryptées. Les données sont perdues ad vitam. Hein, parce que ça a crypté même l'archivage et tout ça. Ensuite, la loi impose que mon espace santé, ça soit un service public. Les données sont cryptées de bout en bout. C'est suivi par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Ils sont hyper chiants sur ces sujets-là, je peux te le dire, avec la CNIL. Et en fait, la loi impose pour que ces données qui soient, même si c'est dans un service public, ni l'assurance maladie, ni l'État, ni les assureurs, les mutuelles ne peuvent accéder à ces données-là. Le seul qui peut donner les droits d'accès, c'est le patient lui-même, le détenteur, et qui peut les partager d'un point de vue numérique avec les professionnels de santé qui le prennent en charge. Et donc, c'est lui qui a la main. Et effectivement, aujourd'hui, tu as une défiance vis-à-vis de l'État, et les mecs, aujourd'hui, ils balancent sur Gmail. Donc, ils ont plus confiance en Google, en Facebook, que dans l'État français. Et ils ne se posent même pas la question sur Doctolib. Et Doctolib, tu ne sais même pas les fonds qu'il y a derrière, et peut-être qu'un jour, ça sera qatari ou ukrainien, Doctolib, ou russe. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer, ou chinois. Donc, en fait, si tu veux, cette espèce de défiance vis-à-vis de l'État, c'est mortifère. Parce qu'in fine, chaque fois qu'on se dézingue entre nous dans notre pays, en fait, on finit chez les GAFAM.
Donc c'est ce truc, et c'est compliqué d'expliquer ça. En tout cas, moi je milite beaucoup là-dessus. Moi, j'interviens, tu n'étais pas là quand je vous ai présenté, moi j'interviens beaucoup dans les pharmacies, dans l'organisation, les outils de transition numérique et l'ordonnance. Moi, je vois passer les ordonnances dans tous les sens, non sécurisées, c'est catastrophique. Donc c'est vrai que c'est un... Donc les gens, si tu veux, dans leur tête, ça change rien. Enfin, pour eux, ils ne percutent pas quand ils balancent par Gmail. Et quand c'est l'État qui leur dit un canal sécurisé, hébergé en France, souverain, sécurisé, avec tous les principes de sécurité, ils te disent, oulala, c'est dangereux. Enfin, tu vois, il y a un truc qui déconne quand même par rapport à ça. Est-ce qu'on a une autre question? Juste, je voulais intervenir pour les assureurs, parce que comme je fais partie d'une mutuelle, je pense que c'est important de rassurer les assureurs. Les mutuelles n'ont pas accès à mon espace santé, ça c'est sûr, donc il faut le dire. Et aujourd'hui, par rapport à nos échanges avec la Sécu, nous n'avons pas des données de la Sécu brutes. Nous avons des données très agglomérées et nous ne voyons pas une certaine... Enfin, on voit très très peu. On a des grandes catégories, mais on n'a pas les actes dans le détail. Donc, nous ne possédons pas les lignes de soins des assurés. Est-ce que nous avons une autre question dans le public? Moi j'ai une question que des adhérents de la mêlée m'ont posée. Je n'avais pas la réponse, donc je la transpose Dominique. Les gens me demandaient quelle serait la procédure effectivement pour rejoindre le store et quelles seraient les dates clés justement pour rejoindre le store. Est-ce qu'aujourd'hui, même si le store n'est pas ouvert, est-ce que vous avez fait un Framadate ou quelque chose, un questionnaire où les gens peuvent commencer à déposer leurs contacts en disant qu'ils sont intéressés par cette procédure et recevoir peut-être les informations au fil de l'eau? Oui, en fait, il y a déjà le référentiel qui a été publié précis. La plateforme avec tous les critères d'exigence, c'est déjà publié ça. Il manque plus que les exigences de sécurité et le bac à sable pour les API. Mais tous les autres critères, éthiques notamment, tout ça c'est publié. Donc il y a déjà, sur Genius, tu retrouves tout sur le site de l'Agence du numérique en santé. Tu cherches référencement au catalogue de mon espace santé et tu vas retrouver tout ça. Et donc les éditeurs, ils peuvent commencer par ça. Et on a déjà ouvert le guichet, donc ils peuvent se créer un compte dans une plateforme qu'on appelle Convergence. Ils peuvent commencer. Et donc, il reste 2 étapes, c'est la publication, et là on galère d'ailleurs avec l'ANSSI, des critères de sécurité qui vont être rendus opposables à ceux qui candidatent. Et derrière ça, il y aura une roadmap de disponibilité des différentes API pour accéder à toutes les ressources que je vous ai montrées en lecture-écriture. Parce que elles ne vont pas arriver tout d'un coup, elles vont s'étaler tout au long de l'année. Tu auras, je sais pas quoi, les mesures de santé, les documents en lecture, puis en écriture, puis etc., l'agenda, tout ça. Donc ça, il nous manque ça à publier. Mais ils peuvent déjà énormément bosser rien qu'en créant leur compte sur Convergence et en regardant déjà tout ce qu'ils ont à faire pour se rendre compatible à ces exigences. Il y a du boulot. Tout à fait. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le public? Il nous reste une petite minute par rapport au planning qu'on avait défini. S'il n'y a pas de questions, j'ai une autre question peut-être. J'ai plein de questions. Quand je suis allé chez mon pharmacien, j'avais fait la démarche de mettre mon ordonnance sur mon espace santé. Mon pharmacien n'était pas au courant que mon espace santé existe. Quelle attitude avoir et quel discours avoir auprès de mon pharmacien quand il me demande au final de lui envoyer par Gmail, que ce sera beaucoup plus simple? Moi, Voilà. franchement, j'espère qu'un jour, il y aura une pression citoyenne pour dire ça suffit. Ça suffit. À une époque, si tu veux, tu avais la même galère il y a 20 ans avec la carte vitale. Tu avais des médecins qui ne voulaient pas la carte vitale et c'est sous la pression des citoyens usagers que petit à petit, les médecins ont dit il faut que je bascule. Tu en avais plein qui étaient contre au début. Et donc, moi, je pense que petit à petit, la pression elle devra monter aussi de la part des citoyens. Voilà. Il n'y a pas que vous qui allez mettre la pression parce que dans le cas des négociations conventionnelles, c'est-à-dire des discussions entre l'assurance maladie, les professionnels de santé, les pharmaciens, tout le monde, pour savoir combien sont remboursés leurs actes, les critères numériques vont devenir obligatoires. D'accord ? La pression va monter de toutes parts chez les professionnels de santé. Voilà, tu vois, le logiciel des pharmaciens aujourd'hui, ils ne sont pas encore labellisés Ségur, donc ils ne savent pas accéder au DMP techniquement. Tu vois ? Mais petit à petit, il va falloir que les citoyens disent écoutez, là, les données sont là. Moi, je l'ai fait dans une pharmacie il n'y a pas très longtemps. Et à la fin, je lui ai montré sur mon smartphone et je lui dis là, comme vous ne voulez pas accéder à mon ordonnance, vous devez accepter de me donner mon Levothyrox, au moins sur la base de ce que j'ai sur mon téléphone. Ça a été le deal, tu vois. Tu as été plus courageux que moi.
Merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Il est 18h25, on va respecter le timing parce qu'il y a pas mal d'interventions derrière. Alors on va continuer sur ce rythme et du coup c'est à Jean-Christophe Zerbini de prendre la parole. Yes. On vous Merci. laisse, pareil, vous présenter et expliquer un petit peu. Merci Bastien. Donc Jean-Christophe Zerbini, moi je suis le directeur du GRAD, du groupement régional d'appui au développement de l'e-santé, qui s'appelle e-santé Occitanie. Et je vous décrirai un petit peu dans l'intervention l'activité de cet organe d'État et comment on intervient en région. Alors passer derrière Dominique, c'est toujours une histoire, hein, même si je suis hyper jaloux de son IMC, parce qu'un IMC à 21, purée que j'aimerais bien avoir le même. Jean-Louis, aucune attaque pour toi par contre. Ouais, parce que là, alors là, moi je m'en vais. Donc, à part ça, je pense que ce qui était intéressant dans ce qu'a montré Dominique, c'est que déjà c'est concret et on voit le chantier. On voit l'énorme chantier national, les 12 travaux d'Hercule, je crois qu'il l'a dit comme ça, le haut de l'iceberg qui maintenant est perceptible pour tout le monde. Donc ça, c'est hyper important parce que derrière, il y a plein d'actions. On commence à voir pour le citoyen, pour les professionnels, on commence à voir des outils numériques qui se profilent, un cadrage qui arrive de l'État et qui commence à être décliné au quotidien, mais on ne se rend pas compte finalement de tout ce qu'il y a en dessous et qui supporte le reste de l'iceberg. Le principe de base que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est le fait que si on veut que toute cette stratégie nationale que Dominique incarne, que Laura Letourneau incarne, que tous les acteurs de l'e-santé incarnent, si on veut que cette stratégie nationale marche, il faut partir du principe que finalement l'e-santé est l'affaire de tous. L'affaire de tous, ça veut dire qu'elle est l'affaire du patient. On l'a bien dit juste avant, il est positionné comme patron de la donnée, patron de sa santé, mais pas que le patient, c'est aussi l'affaire du professionnel de santé qui a cette interaction et doit utiliser les outils numériques, mais c'est aussi celle des éditeurs, des offreurs de services au sens large qui proposent des outils numériques. Si on part de ce principe-là, que l'e-santé est l'affaire de tous, et si tout le monde se sent concerné, alors on aura du numérique qui sera ancré au quotidien dans nous en tant que patients, les professionnels de santé, on n'aura plus besoin de mettre une pression citoyenne et effectivement les éditeurs seront conformes, je crois que c'était aussi une des questions de Bastien juste avant, seront conformes à un cadre, un corpus d'exigences qui fait que les données seront partagées, les rendez-vous seront envoyés dans mon espace santé. Donc si on part de ce principe-là, et ce que je trouve intéressant dans la position de l'État par rapport à cette déclinaison de cette stratégie, c'est qu'on s'appuie sur les régions pour porter et finalement porter cette parole au plus près de l'ensemble de ces acteurs. Et c'est en ça que les GRAD participent, les groupements régionaux d'appui au développement de l'e-santé, participent à cette dynamique à notre échelle, dans chaque région. Donc on retrouve un organe qui a pour vocation d'accompagner dans sa mission première, les usages numériques au quotidien. Donc un GRAD, il a été construit, donc c'était en 2017, a été construit justement comme un organe, un outil pour décliner cette stratégie d'e-santé dans les régions. Les clients, entre guillemets, premiers des GRAD sont les professionnels de santé. On revient sur le concept de l'e-santé est l'affaire de tous. Le boulot des GRAD dans sa première mission, c'est d'accompagner les professionnels de santé. Ça veut dire être capable de montrer aux professionnels de santé que mon espace santé vont leur faire gagner un temps précieux, avoir un meilleur diagnostic, une meilleure prise en charge. L'exemple, il est simple. Si Dominique, il a rentré toutes ses données dans mon espace santé, il lui arrive quoi que ce soit, il arrive aux urgences, s'il est inconscient, on sait bien qu'aux urgences, ils ont accès à mon espace santé, l'ensemble des informations qu'il aura remontées, ses allergies, sa glycémie, son poids et autres, seront accessibles et donc feront gagner du temps dans la prise en charge. Donc on voit très concrètement que sans obligatoirement mettre en avant un outil, cette démarche-là de mutualisation de l'information, quand elle est présentée aux professionnels de santé dans son utilisation, ils y voient clairement l'intérêt. La deuxième chose par rapport aux professionnels de santé, c'est de dire, si vous participez à cette dynamique, vous voyez que pour le service des urgences, vous avez un intérêt à récupérer de la donnée, mais vous voyez donc en y participant, c'est-à-dire en alimentant mon espace santé, vous allez aussi enrichir cet espace-là à travers des données que vous aurez pu collecter dans une hospitalisation, une consultation de patients. Et ça se concrétise comment tout ça? Ça se concrétise par un environnement, un établissement de santé,
un professionnel de santé libéral qui, à partir du moment où il a une interaction et génère une donnée, il se sent responsable. Alors, idéalement, comme le dit Dominique, c'est 100 clics supplémentaires, mais bon, on sait que pour l'instant, ça s'ajuste dans le temps. Il y aura peut-être 1 ou 2 clics supplémentaires dans un premier temps, mais après, on aura quelque chose de très fluide. L'idée, c'est que la donnée que je génère en tant que professionnel de santé, je prenne le réflexe de le pousser dans mon espace santé pour que justement mon espace santé soit alimenté d'informations du patient. Donc là, on voit que dans l'idée d'avoir que tout le monde soit concerné par cette dynamique-là, les professionnels de santé produisent et consomment de la donnée et les grades les accompagnent sur ces sujets-là. Il nous reste 2 autres acteurs, il nous reste l'acteur des éditeurs et l'acteur des patients. Sur les éditeurs, tout à l'heure la question a été posée. L'idée était de s'assurer que dans leur développement, dans les outils numériques qu'ils mettent à disposition, le corpus d'exigences, les prérequis qui sont demandés par l'État soient bien respectés pour être publiés à travers le store dans le bon objectif, de s'assurer que ils sont conformes à un cadre éthique, un cadre réglementaire, un cadre sécuritaire, on l'a évoqué, mais aussi un cadre technique qui est celui de l'interopérabilité, c'est-à-dire celui de la capacité de ces éditeurs à pousser de l'information selon le bon langage, la bonne norme, au bon endroit pour que cette information soit disponible. Là, les grades accompagnent ou participent plutôt à cette animation régionale à travers un partage, une vulgarisation d'informations qui concernent ces corpus, ce cadre technique que les éditeurs ont besoin d'appréhender et d'intégrer dans leur code pour que justement ces logiciels soient en capacité naturellement de produire de la donnée partagée via mon espace santé. Donc, on a vu les professionnels de santé, on vient de voir les offreurs de services et enfin les patients. On voit bien que le patient il est positionné comme le patron de sa donnée. On a eu la chance en Haute-Garonne, dans le 31, d'être pilote sur le sujet de mon espace santé et on a pu tester et voir collectivement comment on allait industrialiser ce passage à l'échelle, cette mise à disposition de mon espace santé sur tout le territoire national. Et effectivement, il est ressorti du terrain. Alors Jean-Louis pourra en parler beaucoup mieux que moi, parce que c'est lui qui est à l'origine de cette idée-là. Mais il y a eu la création d'ambassadeurs, donc des personnes comme vous et moi qui sont impliquées par conviction ou autre dans ce sujet-là et qui ont porté la bonne parole auprès d'autres patients pour les accompagner à la création de mon espace santé. Je laisserai peut-être Jean-Louis en parler peut-être plus dans le détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du GRAD, donc un organe de l'État en région, nous allons avoir nous avons un poste en recrutement à ce jour qui va être là pour animer ce réseau d'ambassadeurs. Donc les grades, dans chaque région, vont avoir une personne qui va être en charge d'animer ce réseau d'ambassadeurs. Et ces ambassadeurs, ils iront porter la bonne parole dans les cliniques, dans les halls d'hôpitaux, pour expliquer aux patients tout l'intérêt que de pouvoir partager, utiliser ou renseigner, alimenter son espace santé. Donc on voit bien que finalement, si les professionnels voient l'intérêt de mon espace santé, les éditeurs sont compatibles et sont publiés à travers le store applicatif, le patient, comme vous et moi, aura tout intérêt à faire ce que nous a montré Dominique, aller voir de l'information, renseigner de l'information, et la pompe va prendre. Et là, automatiquement, si j'ai des informations qui me paraissent intéressantes à partager, eh bien, on va se responsabiliser chacun à pouvoir alimenter mon espace santé. Donc voilà à notre mesure ce que les groupements régionaux d'appui au développement d'e-santé, les grades, dans chaque région portent comme action pour s'assurer que mon espace santé, qui est le fer de lance donc de la stratégie Mon Espace Santé, Ma Santé 2022, pardon, soit bien un succès collectif et en bénéfice aux patients. Très bien. Merci beaucoup Jean-Christophe pour cette présentation exhaustive. Du coup, ce que je propose, c'est que pour cette deuxième partie, on fasse plutôt des interventions et qu'on posera les questions à la fin pour l'ensemble des intervenants.
Et donc, Voilà. je te remercie pour ton intervention et je passe la main, si elle est disponible, à effectivement Nathalie Lagrasse-Giraud. Et oui, parce que dans les acteurs majeurs, il y a la CPAM et donc toute l'assurance maladie qui a participé pour la phase pilote sur le 31 à ce déploiement pour un premier test avec 3 autres départements. Ce qu'il en est ressorti déjà, il faut le dire, c'est que mon espace santé par rapport au DMP a été jugé par les assurés beaucoup plus simple. Ce que vous a montré Dominique tout à l'heure le prouve, hein, c'est un site vraiment très apuré, très simple d'utilisation et qui a séduit. Donc ça a vraiment été encourageant pour la suite. Aujourd'hui, on est passé dans le déploiement national. Je vous annonce que d'ici la fin de la semaine, nous en serons au département 74, donc presque à la fin de la première partie, puisqu'il va y avoir 3 étapes primordiales pour mettre vraiment l'usager acteur de sa santé dans ce Mon Espace Santé. Première étape, il reçoit une notification. Donc depuis la fin du mois de janvier, on a démarré avec département par département, en commençant par le premier lin, à envoyer les notifications à l'ensemble des assurés, tout régime, bien sûr. À partir de cette notification, l'assuré, il a 6 semaines pour réagir ou pas. À partir de ces 6 semaines-là, il y a la création qui se fait automatiquement. D'où l'arrivée en fin d'année et même avant, hein, on espère bien dans quelques semaines, l'arrivée et la création, comme l'a dit Dominique Pons, sur les 60 millions de citoyens français. Donc ça, c'est énorme. C'est vraiment le virage aujourd'hui dans le numérique et dans quelques semaines, l'ensemble des citoyens français auront un Mon Espace Santé créé. Après, c'est une autre histoire. Il l'active pas ou il l'utilise pas et donc c'est cette 3e étape-là, qu'on accompagnera également pour, sur le terrain avec beaucoup d'acteurs, bien sûr, experts sur, le numérique pour l'utilisation, 3e étape. Donc 1re étape, on notifie, on informe que la création va avoir voir dans 6 semaines. 6 semaines après, il y a la création et ensuite il y a l'utilisation. On est, de front sur ces 3 étapes-là. Et on s'est partagé comme, Jean-Christophe, Dermini vient de le dire, un peu le travail quand même. Donc, d'un côté les assurés et aussi, les professionnels de santé, libéraux pour tout ce qui est, assurance maladie dans l'accompagnement. Donc comment on accompagne aujourd'hui ces 2 premières phases-là? Par, notamment, puisque ça se veut un outil où les gens où on doit être tous en tant que citoyens le plus autonome possible, hein, c'est le concept de Mon Espace Santé et acteurs possibles. Donc ça se fait plutôt à distance. Donc on a mis une plateforme téléphonique 3422 aujourd'hui qui reçoit 10 000 appels par jour quand même. Depuis le lancement du début du mois. On en est à des notifications qui varient entre 500 000 et 1,9 million par jour. C'est pour ça qu'on en est au département 74 d'ici la fin de cette semaine. Les principaux motifs aujourd'hui des appels, alors on a vu quelque chose d'extraordinaire, c'était très intéressant à vivre. Avant le 31 janvier, la plateforme était déjà ouverte et on a eu, plus de 12 000 appels par jour, qui sont arrivés d'un coup. C'était la véritable surprise parce qu'on a été inondés sur les réseaux par des fake news qui disaient qu'il fallait absolument fermer Mon Espace Santé avant le 31 janvier. Je ne sais pas d'où sortait cette date. Donc avant le 31 janvier, on a été complètement noyés et c'était 100 % des oppositions. Ça a duré quelques jours. Donc sur le territoire français et à l'échelle du 60 millions, c'est très, très peu. Et finalement depuis la généralisation, le pourcentage des oppositions parmi les appels représente, à peine un tiers. Donc on est très heureux, de ce lancement qui s'annonce quand même, un véritable, succès.
Les freins, parmi, ces oppositions qui restent quand même, c'est effectivement ce que l'a dit, Dominique, c'était, la peur de la divulgation. Donc, oui, mais est-ce que c'est bien sécurisé? Ben oui, donc, au téléphone, on redit, qu'on réduit aujourd'hui finalement les risques, hein, et on fait prendre conscience, à certaines personnes qu'aujourd'hui ils ont des données, dispersées partout, sans grande, sécurité. Donc on est là pour, rappeler, ces fondamentaux. Ça marche ou ça marche pas, mais qu'importe, on n'est pas là pour, forcer la main du tout, si on acte l'opposition, si c'est le souhait de la personne. Voilà pour, la partie, assurée. Il y a aussi des formulaires de contact, bien sûr, et puis, il y a toujours, nos numéros de téléphone accessibles avec, soit par mail, suivant Amélie, soit, le 36 46 aussi, les canaux, classiques, on va dire, sur, l'assurance maladie, parce que c'est un réflexe quand même de nos assurés. Un levier par contre, il y en a, sur le reste des questions, ça va être, essentiellement un problème technique. J'arrive pas à, ouvrir, j'arrive pas à me connecter, j'arrive pas à l'activer. Pourquoi? Parce que dans la boucle, dans le process de sécurité, on prend en compte la carte vitale bien sûr, mais aussi le numéro de série de la carte vitale qui est, malheureusement, parfois effacé ou, qui, rencontre quelques difficultés techniques. Voilà, donc c'est la majeure partie de nos questionnements aujourd'hui pour aider à activer et aux personnes à rentrer dans leur espace santé parce qu'il y a une certaine curiosité et on le sent, ça de jour en jour, maintenant que les créations pour les premiers départements comme l'Ain, sont en route et commencent. Un des leviers, c'est, aussi, les membres de la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès que vous rentrez et que vous activez votre espace santé, vous l'avez pour, celui qui est ouvreur de droit et puis derrière, vous avez tous les membres de la famille, notamment les enfants et ça, c'est une véritable richesse. Donc pour toutes les mamans qu'on a au téléphone, c'est un véritable, point positif. Elles peuvent aussi ouvrir et activer, l'espace santé de leurs enfants pour rassembler. Donc le carnet de santé demain, le vieux carnet de santé papier qu'on se trimballe tous là, et ben, voilà et on va faire en sorte et on fait en sorte, grâce à toutes les actions de terrain et à ce nouvel outil pour qu'il puisse disparaître et on y croit avec les retours qu'on a sur, les premiers appels. Voilà ce que je pouvais dire sur l'accompagnement assuré, mais on a aussi l'accompagnement professionnel de santé et là, c'est très, très important, j'y reviens. C'est vraiment un atout majeur pour casser cette boucle infernale, comme l'a dit, Dominique Pont. Autrefois, c'était, il y a quelques Moi, mois encore, hein. excuse-moi Nathalie, je suis le Oui. timekeeper, il reste à peu près 2 minutes de prise de parole, donc juste pour que vous en ayez. Ouais, mais en 2 minutes, ça va aller, promis. La boucle, c'était, le professionnel de santé, ne fait rien et ne veulent pas aller, dans mon DMP parce qu'ils savent pas si l'assuré, il a son DMP ou pas. Et le DMP, bah, il est pas ouvert par l'assuré parce que, il dit: «Ouais, mais le professionnel de santé, il ne met rien». Voilà. Donc, l'atout majeur et l'enjeu majeur, c'est vraiment, d'accompagner les professionnels de santé aujourd'hui sur le terrain avec le financement et donc, les sollicitations et les incitations financières qui sont derrière. On a aussi l'avenant 9. C'est un peu barbare, mais, c'est des conventions qui sont faites régulièrement, qui sont revues par les catégories de professionnels de santé, dont les médecins généraux et qui, dedans, ont des forfaits structures, donc qui permettent, d'aider et d'inciter aussi à l'alimentation, de mon espace santé de manière automatique. Donc on a tout un plan d'action aujourd'hui où on va, avec nos conseillers informatiques services, sur le terrain pour accompagner les professionnels de santé, pour passer avec des outils qui vont être, référencés, dans le Ségur, comme l'a dit, Dominique. Donc une grosse action, un gros engagement, sur les EHPAD également, puisqu'on avait commencé avec le DMP et on continue, avec mon espace santé et des catégories professionnelles de santé, privilégiées, médecins généralistes, pharmaciens, on en a parlé déjà, qui ont jusqu'à la fin de l'année pour commander leur outil et radiologues et biologistes. Voilà. Donc tout ne va pas se faire, je suis d'accord, en quelques mois, on en aura pour quelques années, mais l'accompagnement de terrain au plus proche de chaque citoyen est pris en compte, que ce soit, également, pour les professionnels de santé, l'accompagnement au plus proche de toutes les catégories est pris en compte aujourd'hui. Voilà.
Super, bah, merci beaucoup pour cette intervention. Parfois, vous étiez un peu flouté, mais vous avez toujours parfaitement entendu. Donc, c'était le message que vous passiez qui était important et il a été C'est entendu. l'essentiel. Voilà, c'est essentiel. Et je pense aussi que la campagne de communication, même notamment à la télé, je pense que tout le monde l'a peut-être déjà vu, doit aussi aider à changer les mentalités, bien évidemment. Je me permets de passer la parole à Marie-Christine Labesse, s'il vous plaît. Je crois qu'elle est absente. Elle est absente. Alors, il y avait quelqu'un qui l'a remplacée, peut-être. Je me tourne vers Valérie, Adja. Pas forcément. Non, il n'y avait personne qui la remplaçait. Alors, bah, du coup, ça va nous permettre de prendre de l'avance sur notre planning. Vous auriez pu être plus bavard, du coup, je m'en excuse. Et Je peux continuer. Ou personne n'a travaillé à l'ARS et a envie de prendre la parole. Et voilà, on suit avec Jean-Christophe, on suit quand même, puisqu'on travaille main dans la main, donc avec l'ARS, le GRADES, la CPM, on a des instances communes et bien sûr tout est lié. Donc, Oui, il y a la coordination à 3, je crois que Nathalie l'a bien dit, hein. Mais vous sentez qu'on a sur le terrain, on a une coordination qui se fait à plusieurs, avec des champs de compétences différents. Nathalie met bien en avant le fait que sur les professionnels de santé libéraux, c'est sûr qu'il y a une interaction qui est historique, qui est déjà installée entre l'assurance maladie, la CEPAM et les professionnels de santé libéraux. Donc on arrive en complémentarité sur les établissements de santé, CH, CHU, clinique, là effectivement, le grade est un peu plus positionné, mais l'assurance maladie est aussi présente. Donc voilà, on sent bien qu'il y a une vraie coordination. L'ARS joue son rôle justement là-dessus, sur cette régulation aussi régionale, pour amener de la cohérence et qu'on puisse mettre l'énergie aux bons endroits collectivement, encore une fois, pour en faire de Mon Espace Santé un succès. ouais, et Dominique l'a dit tout à l'heure et Jacques-Christophe, mais vous comprenez bien que, par exemple, le simple exemple d'une clinique. Une clinique, elle va avoir son système informatique à elle, en tant qu'établissement. Donc là, ça va être plutôt Jean-Christophe avec ses experts. Et puis, le GRADES qui va aller essayer d'œuvrer pour qu'il pousse au maximum automatiquement tous les documents. Mais après, à l'intérieur de la clinique, il va y avoir les cabinets des spécialistes. Donc, ça démultiplie les systèmes d'information, démultiplie la complexité, démultiplie aussi les outils à référencer, parce que chaque spécialiste à l'intérieur du cabinet de sa clinique a son propre outil et de métier. Voilà. Donc, c'est un petit exemple pour vous faire voir que vraiment le collectif est le maître mot pour la réussite. Et il faut que vraiment tout le monde joue le jeu et on accompagne chacun individuellement. Très bien, merci beaucoup. Juste, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat aussi. Peut-être certaines questions seront répondues directement via le chat, comme ça a été le cas de la question d'Edouard. Mais d'autres questions pourront être traitées à la fin des interventions. Et j'invite directement la speaker suivant, Fanny Mouton. Fanny Mouton à intervenir, de France Asso Santé. Oui, bonsoir. Donc, je suis Fanny Montant, donc chargée de mission pour France Asso Santé. Donc, pour recontextualiser rapidement, France Asso Santé, on est les représentants en fait, des associations agréées du système de santé. Donc ici, on est la région Occitanie, mais il y a une délégation dans chaque région. Et donc, en fait, nous, ici, en Occitanie, on a été impliqués quand même dans Mon Espace Santé par le biais en fait, de notre différentes implications. Donc, on est fortement impliqués quand même dans le comité de convergence e-santé, dans le bureau du comité, dans les groupes de travail qui sont issus du comité de convergence. Et depuis juin, on a été appelés à faire partie du groupe de travail du déploiement, de la phase pilote du déploiement de Mon Espace Santé. Donc, c'est là où on a, depuis juin, depuis tous les vendredis matins, très tôt le matin, 8h30, on prend le café ensemble et on voit toutes les actions que l'on peut mener et que l'on peut faire pour justement déployer Mon Espace Santé. Donc, il y a eu, comme l'a dit tout à l'heure M. Zerbini, il y a eu les ambassadeurs, où Jean-Louis tout à l'heure en parlera beaucoup mieux et beaucoup plus, mais voilà, il y a ce réseau d'ambassadeurs qui s'est mis en place pour justement faire la promotion de Mon Espace Santé, pour dire ce que c'est, qu'est-ce que ça peut impliquer pour les usagers, les citoyens comme vous et moi,
Donc, il y avait cette idée voilà, des ambassadeurs qui s'est mis en place et le travail de France Asso Santé a été voilà, de nous, par la vitrine qu'on offre, de représenter les usagers et les citoyens avec un grand C. Voilà, on a fait cette promotion au national aussi. Il y a eu de grandes campagnes qui se sont mises en place pour expliquer ce qu'est mon espace santé et pour accompagner. Pour donner une idée, en Occitanie, à peu près, il y a 100 associations agréées du système de santé et enfin, qui adhèrent justement à notre réseau. Donc, il y a quand même une vitrine assez large. On a aussi un réseau interne de France Asso Santé, qui est vraiment mis sur la e-santé. Donc, en fait, ça nous permet de nous partager les informations. C'est pas un groupe de travail, c'est vraiment un réseau où chacun du coup fait part des différentes nouvelles qu'il a sur la e-santé. Donc c'est vrai que par rapport à l'actualité de mon espace santé, il y avait de quoi faire tourner les informations. Donc du coup voilà, donc nous c'est vrai qu'on est là pour accompagner dans le virage numérique en santé. On est là pour faciliter et promouvoir les parcours et pour faire la transition avec justement tout ce qui est données sanitaires. Enfin voilà, on fait vraiment la transition avec notamment les représentants d'usagers dans les différentes commissions. Donc voilà, on peut par notre vitrine faire un joli travail d'accompagnement au numérique en santé et surtout promotion et accompagnement à mon espace santé. Au niveau des retours les plus fréquents qu'on peut avoir sur ce déploiement, c'est tout ce que tout le monde peut entendre. Hein, c'est les données, est-ce qu'elles sont hébergées, est-ce qu'elles sont sécurisées, comment ça va se passer, et le DMP, est-ce qu'il va disparaître, voilà. On a clairement les mêmes retours que tout le monde. On n'a pas plus de retours que les autres sur mon espace santé, qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça va être. C'est vraiment les retours principaux, c'est vraiment par rapport à la sécurisation des données. Et puis c'est tout. Ce fut court, mais c'est à peu près voilà, ce que j'ai en tête pour vous dire ce que France Asso Santé Occitanie, en tout cas, a fait pour accompagner mon espace santé. C'est déjà beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on va passer au dernier intervenant, à Jean-Louis Fraisse. Voilà. Toujours, n'hésitez pas à stocker vos questions pour la phase de questions-réponses. Merci beaucoup. Bonsoir, donc on l'a tous dit et Dominique en particulier, on est alors très heureux du déploiement de mon espace santé, d'abord parce que c'est une plateforme de santé citoyenne, sécurisée, que en plus c'est la partie visible de toute une démarche qui a été accomplie par la DNS et les acteurs autour dans le cadre de Ma Santé 2022. Alors aujourd'hui, mon espace santé, ça a été conçu avec les utilisateurs. C'est beau, ça marche, c'est sympathique, c'est fluide. Par contre, évidemment, c'est quelque chose de nouveau. Et comme toutes les nouveautés, ça doit être accompagné, d'autant plus que on est convaincu que la santé, ça doit être un facteur d'inclusion dans le numérique, dans les outils du numérique, et pas un facteur d'exclusion. Du coup, si on veut que mon espace santé soit utilisé par tous, y compris par les personnes les plus éloignées du numérique, eh bien, on a décidé dans le cadre de la phase pilote de mon espace santé en Haute-Garonne, ça c'était au mois de juin dernier, de s'engager et d'aller au-devant des citoyens pour leur parler de mon espace santé et de cet outil. Du coup, il y a tout un comité de pilotage qui a été mis en œuvre sur la Haute-Garonne et en particulier une partie de ce comité de pilotage qui était composé de la DNS, de la CEPAM, du GRAD, de France Asso Santé, mais également d'autres acteurs de la région comme des entreprises, mais aussi le conseil régional, mais aussi le Grand Toulouse, mais aussi il y avait le conseil départemental. On s'est tous mis en l'œuvre parce que là, c'est vraiment un exemple de rassemblement efficace de toutes les parties prenantes et on a constitué
un groupe qui se réunissait tous les vendredis matin, et ça a été depuis le mois de juin jusque-là maintenant, puisque le relais va être pris. On en reparlera tout à l'heure. Alors, les ambassadeurs, on a un peu parlé à la mêlée numérique déjà, mais du coup, ici, ça permet de faire un petit bilan après plusieurs mois d'exercice, si je puis dire. Donc, les ambassadeurs, c'était qui? Alors, c'était d'abord des personnes bénévoles. On a retrouvé des professionnels de santé, des étudiants, mais il y avait également des salariés de mutuelles. Valérie en fait partie ici, mais on a eu également des salariés de la CEPAM, des salariés du GRADE, mais on a eu et également des personnes qui étaient dans les EHPAD. Leur mission, c'était quoi? Leur mission, c'était d'aller au-devant des citoyens, alors sous plein de formes. Ça peut être des webinaires, ça peut être le fait de se déplacer dans des accueils de cliniques, d'hôpitaux, d'EHPAD, d'aller au-devant des utilisateurs jeunes dans les écoles d'ingénieurs ou à la faculté de médecine, de pharmacie ou chez les infirmiers. Et donc, du coup, là, eh bien, ces personnes-là qu'on avait formées, bien sûr, à qui on avait donné des éléments de langage et qu'on avait formés sur Mon Espace Santé dans un contexte de pandémie qui n'était pas forcément facile, hein, puisqu'il a fallu aller au-devant des gens avec des contraintes sanitaires un peu importantes. Et du coup, on a été dans ces établissements, on a mis en œuvre une cinquantaine d'événements qui se poursuivent toujours, avec l'objectif de quoi? Justement d'aller expliquer aux citoyens ce qu'était Mon Espace Santé, et puis si on avait le temps, quand il n'y avait pas trop de monde, de les aider à l'ouvrir, Mon Espace Santé, s'ils n'avaient pas pu, ou alors de les orienter vers le 3422, qui est toujours, la plateforme de la CPAM, alors qui a marché remarquablement bien et qui a accompagné les personnes qui étaient le plus en difficulté par rapport à ça. Alors, du coup, après des mois d'expérience, eh bien, cette démarche d'ambassadeur bénévole en Haute-Garonne, elle se généralise sur la France entière. Et comme le disait Jean-Christophe, il y a des coordinateurs numériques qui sont recrutés au niveau de chaque région, qui eux vont s'occuper plus particulièrement de la santé, puisque évidemment l'inclusion numérique au plus près des citoyens, ça existe déjà, et il y a un travail remarquable qui est fait par les conseillers numériques. Ce qu'on veut au travers de ces coordinateurs là dans la santé, qui vont être en tout cas en Occitanie rattachés au GRADE, c'est que il soit un relais, il soit une personne ressource pour les conseillers numériques, mais également pour tous les ambassadeurs bénévoles qui voudraient se déployer au niveau de la région, et puis évidemment pour les autres coordonnateurs des autres régions dans les autres régions. Alors, il y a donc aujourd'hui pour cette inclusion pour les personnes les plus éloignées du numérique, il y a cette action via les coordinateurs, mais la DNS a mis en place également un premier webinaire au mois de février qui a rassemblé un peu plus de 1200 coordinateurs ou conseillers numériques régionaux. Ça a été un succès énorme, c'est quelque chose qui va être remis en œuvre aussi. Et on est 2 bénévoles également qui organisons tous les 15 jours, le vendredi, c'est de 1h30, c'est de 13h30 pardon, à 14h30, 15h, une session de formation pour les conseillers numériques. On a en général entre 40 et puis 60 personnes. Et là, l'idée, toute l'année 2022, c'est d'aller acculturer ces personnes qui vont être les relais du numérique en santé auprès des citoyens, de les acculturer à Mon Espace Santé, et puis aussi de resituer Mon Espace Santé dans un contexte. On l'a dit, les Français, ils ont besoin d'avoir confiance dans les outils de santé. Dominique l'a rappelé, mais aussi Nathalie, mais aussi Jean-Christophe. Il ne faut pas oublier que
c'est chacun de nous qui avons la main sur notre espace santé. Donc, pour exemple, hein, on va aller déposer, si on veut, ces données de santé dedans, si on veut. Et ensuite, on va pouvoir donner l'accès aux professionnels de santé à qui l'on souhaite donner l'accès et on va le faire individuellement. Et puis, si on décide de changer, eh ben, on va changer. Et puis, il y a une fonction aussi que je trouve très utile dans mon espace santé, c'est la fonction brise-glace que vous pouvez activer ou pas. Vous la retrouvez dans mon espace santé. Et justement, cette fonction brise-glace, elle permet quoi? Elle permet que si vous avez dit oui pour le brise-glace, eh bien, un médecin urgentiste ou une personne aux urgences qui va vous recevoir dans un état de santé qui ne vous permet pas de vous exprimer clairement, eh bien, si la fonction de brise-glace est activée, il va pouvoir aller dans mon espace santé et voir vos antécédents. Donc ça peut être vachement important pour l'antibiotique, pour savoir si on est allergique aux antibiotiques ou pas, si on est cardiaque ou pas, si, enfin bon, je vous fais pas le dessin. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Et donc, du coup, en termes de confiance pour les citoyens, ben, c'est eux qui ont la main, c'est eux qui mettent leurs données, c'est eux qui les enlèvent s'ils le veulent, c'est eux qui choisissent qui a accès à ces données de santé ou pas. Après, je voulais finir par les données de santé, parce que les données de santé, c'est une préoccupation forte aujourd'hui, et en particulier de la présidence française dans le cadre des 6 mois de la présidence de la Commission européenne. Et si j'ai quelque chose à vous demander ce soir, c'est d'aller sur le site du Health Data Hub, et sur le site du Health Data Hub, il y a une consultation citoyenne européenne. Vous allez pouvoir donner votre avis sur qu'est-ce que vous pensez de vos données de santé et qu'est-ce que vous pensez pour vous et pour les citoyens, ce qu'il serait mieux de faire avec les données de santé. Vous allez voir, c'est un petit questionnaire qui prend 4 ou 5 minutes. C'est super bien fait et ça va permettre justement de mieux comprendre quelles sont les attentes et les craintes aussi des citoyens en termes de données de santé. Et du coup, pour finir, je précise que les données qui sont incluses dans mon espace santé aujourd'hui n'ont absolument aucun lien avec les données de Health Data Hub ou les données de recherche. C'est même pas prévu aujourd'hui qu'on puisse dire oui, je veux donner mes données justement dans le cadre de la recherche de santé. Il n'y a aucun pont entre les deux. Ça, il faut vraiment le garantir aux citoyens. Et vraiment, s'il vous plaît, donnez votre avis sur ce que vous pensez être vos données de santé, ce que vous souhaitez en faire, parce que évidemment, c'est une notion qui bouge, hein, l'IA dans la santé, pardon, les données de santé pour l'IA, donc c'est tout un débat. Et donc, si vous pouvez contribuer à ce questionnaire, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Louis. Peut-être juste dans le chat, si tu pourras retrouver le lien. Je suis sur le site là pour trouver le lien vers ce questionnaire. Je ne l'ai pas trouvé directement. Il n'est pas mis en avant à l'heure actuelle, donc peut-être que tu le repartages dans le forum. Je vais vous le faire passer, ouais. Voilà, je vais vous mettre tous les intervenants, je vais vous remettre en évidence, voilà, vous remettre à l'écran. Et on a différentes questions, et notamment Patrick qui a levé la main, à qui on va donner directement la parole pour sa question. J'étais tout à l'heure avec mon épouse là, quand Dominique Pons a fait sa présentation, et je voudrais mettre en avant le pharmacien, justement parce que sa question, elle voulait la poser, c'était, voilà, moi j'ai beaucoup de personnes âgées, des personnes voilà, qui ont du mal à accéder au numérique, et vraiment si je veux faire passer un message ce soir, c'est que je maîtrise quand même bien l'aspect informatique, et je crois que il y a trop d'outils qui ont été développés un petit peu dans tous les sens, ce qui fait que ça devient difficile de trouver une norme pour se mettre d'accord pour échanger les données, alors que ça me paraît quand même assez simple, effectivement, de ne plus envoyer des mails, des ordonnances par Gmail. Mais dans la pharmacie, c'est vraiment le lieu où on peut, où les personnes ont accès sans rendez-vous et demandent aux pharmaciens, et ce sont des gens qui ont capacité justement à faire en sorte que l'espace santé, enfin, l'application fonctionne correctement. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier, c'est les grands oubliés, parce qu'on met beaucoup de moyens chez les médecins, les hôpitaux, etc., pour qu'on flèche bien les ordonnances, mais les ordonnances, beaucoup arrivent chez au pharmacien. Après, effectivement, il y a l'aspect accident, etc., le fait d'avoir le carnet de santé sur un espace numérique, ça a tout son sens. Mais je crois que c'est un vecteur qui peut être utilisé justement dans le cadre de la mise en place de ces outils-là.
Ouais, je vous rejoins, c'est Nathalie, donc sur la CPAM, et ça fait partie des 2 cibles prioritaires, hein. Donc on commence par les généralistes et les médecins, actuellement, et on a bien, nos conseillers informatiques qui vont, se déployer pour accompagner les pharmaciens dans le 2e semestre. Donc la cible est est vraiment là. Moi, mon métier, c'est de leur mettre des outils de gestion, contrôle de gestion, et dans cette partie-là, il y a une partie de suppression de la gestion des factures papier, des factures qui étaient chronophages pour eux, et on leur supprime cette gestion-là pour leur laisser du temps pour faire autre chose, quoi. Et on est vraiment dans la transition numérique. Ouais, et puis il y a un autre souci aussi dans la vraie vie aujourd'hui, l'officine, elle fonctionne comment? La machine, base derrière, elle est derrière ou au sous-sol ou, voilà, et elle est pas sur le comptoir, et donc du coup, c'est vraiment sur le comptoir au moment où il y a le patient Ah en oui. face qu'ils en ont besoin. Donc c'était une vraie problématique, aussi. Parce que l'ordonnance, elle arrive par fax, elle arrive par Ouais, mail, exact. on les sort sur du papier, enfin, en plus c'est chronophage, quoi. Et non sécurisé. Pour compléter mon propos, Édouard me dit dans le chat, et à juste titre, il y a 200 conseillers numériques en Occitanie. On ne doit pas avoir les mêmes appellations puisque je parlais en effet de 1200 participants. Alors, non, je ne me suis pas trompé, c'est bien 1200 participants pour le premier webinaire de la DNS, mais c'est 1200 participants en France, puisque en fait, il y a les conseillers numériques et puis il y a un autre nombre, les médiateurs numériques, je cherchais. Donc, conseiller numérique, médiateur numérique, et tout le challenge de la DNS, ça a été de réconcilier les fichiers, parce qu'il y en a partout, des fichiers, et pour arriver à toucher le maximum de gens. Et c'est bien 1200 qui étaient à ce webinaire, mais c'était France entière, et ils vont le refaire. Alors, Ouais. je me Il y a une permets question de... aussi Oui, sur... je vais reprendre le fil du chat parce qu'il y avait des questions. Ouais, une question sur Amélie. Ouais, voilà, il y a David justement qui a levé la main, on va lui donner la parole. Est-ce que c'est en lien avec la question qui a été posée sur le lien entre Amélie et mon espace santé? David? Oui, enfin, c'était pas forcément en lien parce que la réponse, j'avais trouvé, était claire de la part de Nathalie, mais elle peut repréciser. Ouais, je vais la si dire pour elle le tout le souhaite. monde peut-être. Ouais. Voilà, Juste, ouais. la question c'était est-ce que demain il y aura un lien entre Amélie et mon espace santé? La réponse est non. Amélie, c'est vraiment assurance maladie avec des éléments et de la communication assurance maladie, donc plutôt administrative, et l'aspect financier des comptes pour les assurés. Et là, mon espace santé, c'est vraiment un outil médical avec des données médicales. Donc, il y aura jamais un bouton ou un lien direct. Par contre, l'assurance maladie est un acteur comme les autres de la santé, et on a des données quand même qui sont un peu médicales. Donc, on injecte, comme un professionnel de santé injecte un document, nous, on injecte régulièrement une synthèse des remboursements que nous avons faits avec une vision plus médicale. Donc, il y a les bons dosages exactement de ce qui a été remboursé. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est... il y a un onglet qui s'appelle historique de soins à l'intérieur de mon espace santé, et on injecte toutes les semaines dès qu'il y a des nouveautés. Donc, ça, c'est vraiment apprécié par les professionnels de santé dans plusieurs réunions, j'en ai pu faire l'expérience, c'est-à-dire dès qu'on montre un historique de soins à l'intérieur de mon espace santé à un professionnel de santé, en quelques secondes, il est capable de voir vos pathologies, vos derniers traitements, vos derniers passages en hospice ou en consultation. Donc, il a vraiment une image actualisée du patient qu'il a en face. Ouais, et ça c'est vraiment quelque chose qui les intéresse. Donc, on injecte des données dans mon espace santé, mais il n'y aura pas de lien direct. Merci beaucoup. Est-ce que David, il y avait une autre question, j'imagine? En fait, c'est des petites questions, en fait. C'est pas, enfin, je pense que c'est des petites questions qui amènent des petites réponses. Moi, je me mets du point de vue de l'usager parce que j'en ai au quotidien en tant que conseiller numérique. Donc, c'est des questions que forcément, qui vont se poser. Est-ce que, j'ai pas bien vu, est-ce qu'il y aura une appli en espace santé? Parce que dans nos usagers qu'on a, la plupart des usagers n'ont pas forcément d'ordinateur. Par contre, ils ont tous plus ou moins un portable. Un téléphone, exactement. Oui, alors l'appli, elle arrive, on est en train de la tester, donc sur iPhone et Android, bien sûr. Donc les deux là sont en cours. Mais dorénavant, déjà, hein, si vous utilisez le site
sur un téléphone, il est ce qu'on appelle responsive, c'est ça, voilà. Et donc du coup, il est très facile quand même d'utiliser sur le téléphone et moi je l'utilise sur le téléphone. Il est adapté, quoi. Ok. Ouais, ouais, très bien. Mais Est-ce qu'il y par aura... contre, oui, Oui, juste une pardon. question, parce que quand on se connecte sur mon espace santé par le téléphone, il est effectivement, mais on est obligé de recevoir le numéro de sécurité. Quand il y aura l'appli, on n'aura plus l'échange de numéro de sécurité. Une fois qu'on sera identifié sur l'appli. Oui. Donc, on gagnera cette étape-là qui peut être Il y a un peu perturbatrice pour des gens qui ne sont pas super à l'aise avec le téléphone. Voilà. Bon, aujourd'hui, Et quand est-ce même, on sait recevoir un SMS, ça va vite. Ouais. Est-ce qu'il est prévu un accès France Connect? Oui. Ok, d'accord, super. Et troisième chose, et après j'ai terminé, je vous embête plus, mais pas forcément Non. pour Nathalie en fait. Mais c'est très bien. Est-ce qu'il est prévu éventuellement un kit de com sur mon espace santé pour les conseillers numériques, ceux qui sont en contact avec les gens pour lesquels on doit présenter l'outil et entre guillemets le vendre, enfin en faire la promotion? Est-ce qu'il existe un kit de com que nous on pourrait utiliser en tant que conseiller numérique pour le proposer à des gens? Parce que moi je fais des ateliers autour de ça, quoi. Oui, on a beaucoup d'outils de communication. On a des petites vidéos, les 3 minutes, les 10 minutes. On a des PowerPoint avec tous les écrans aujourd'hui que vous pouvez expliquer et décortiquer quand vous faites des présentations. Donc ça Ok. existe. Il me semble que ça avait été déjà livré, notamment par Muriel, au temps où en Haute-Garonne, on faisait, on était aux manœuvres. Bon, là, on va arrêter. Et de toute façon, ça sera le rôle du coordonnateur régional au GRADES. Quand il arrivera, il reprendra tout ça et effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous là si urgemment vous en avez besoin, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres petites questions? Elles sont pertinentes, hein. On vous écoute si y en avait d'autres. Sinon, on peut passer peut-être à la question suivante qui était sur la stratégie Open Data. C'était Louis, effectivement, de la mêlée qui ne s'est pas présenté, mais qui fait partie des équipes de la mêlée sur la partie RINOC, inclusion, et qui effectivement mentionnait est-ce qu'il y a une stratégie Open Data ou pas. Et Nathalie, vous aviez commencé à répondre. Oui, bonjour, je précise ma question. Donc, Louis Salguero, je suis en charge de la coordination du hub pour un numérique inclusif d'Occitanie, RINOC, du coup, qui est hébergé à la mêlée. Et je crois que lors de l'intervention côté Grades, il y avait, en tout cas, il a été dit, hein, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, qu'il y a un certain nombre de données qui ont été récupérées aussi. Peut-être, je ne sais pas si des autres côtés, CPAM ou ARS, d'autres données ont été produites. Je pensais surtout à celles des lieux où le grand public pouvait se faire accompagner. On développe, nous, une cartographie des lieux d'inclusion numérique qu'on va étendre au vu de notre passage à l'échelle régionale, là, dernier, à toute la région. Et c'est vrai que plusieurs thématiques vont s'y retrouver dans notre cartographie. Pourquoi pas celle voilà, des lieux où peut se faire accompagner le public, d'où ma question sur l'accès à ces données. Je sais pas. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je sais pas. Clairement, les données qui sont collectées, il faut les voir à plusieurs niveaux, hein. Il y a mon espace santé qui va collecter des données sur lesquelles le patient a les droits sur, bien sûr, lecture-écriture, mais c'est lui qui donne les droits et c'est tout. Il n'y a pas d'utilisation Big Data. Et après, il y a les données qui sont collectées par des applications tiers qui sont disponibles à travers le store applicatif dont on parlait tout à l'heure et qui là sont, pour sécuriser finalement en fait l'accès à ces données, sont contraints par les corpus d'exigence dont on parlait tout à l'heure à ne produire ou à ne donner à disposition des données que dans un cadre très spécifique qui leur permet d'être publiées. En fait, si l'application dit autrement, si l'application est publiée dans le store, alors elle correspond à un corpus d'exigence qui notamment définit le partage des données générées par ces applications. Et est-ce qu'aujourd'hui on est en mesure de cartographier la question sur le projet, c'est-à-dire toutes les données liées, où sont les conseillers numériques, où est-ce qu'on peut se faire accompagner, ça effectivement ça va être mis en place avec le coordinateur encore une fois et des listes seront publiées pour savoir qui est capable de faire aujourd'hui un accompagnement. Mais c'est pas encore en place, mais on l'a en tête, hein, Jean-Christophe.
Bon, Très bien, donc du coup, on reprendra Exactement contact. ça, pardon. Oui. La question suivante, et je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, était sur comment intégrer ces formations pour être coordinateur, référent numérique, espace santé. C'est Nathalie qui posait la question. Pas la même. Jean-Christophe, je te laisse répondre ou... Refais, pardon, moi ça a coupé un peu, désolé. La question était comment intégrer ces formations pour être coordinateur, référent numérique Oui, et oui, santé. merci, pardon. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, le pilote 31 nous a amené à définir du profil de la personne ou comment on allait pouvoir ensemble décliner cette stratégie régionalement. Derrière, après, il y a eu ce que vous pouvez imaginer, des décisions politiques qui ont dû être prises sur ce sujet-là. Et donc là, le poste chez nous, donc validé depuis, ça doit faire 2 semaines, il est en avis de vacances de poste, c'est-à-dire on a sorti le poste en recrutement. Donc on peut imaginer, si tout se passe bien, que d'ici 1 mois et demi, 2 mois, on puisse avoir 2 mois à minima, on puisse avoir quelqu'un chez nous. Donc dans ce laps de temps, on ne va pas croiser les bras et attendre. On va essayer de commencer à constituer ce réseau-là, mais on n'aura pas bien sûr le même impact ou même la même rapidité d'exécution que si la personne était là à 100% dédiée sur ce sujet-là. Donc, moi, j'allais dire, il faut que pour l'instant, on puisse collecter les différents candidats à la constitution de ce réseau d'ambassadeurs. Donc là, je ne sais pas s'il y a oui, il doit y avoir les adresses mail, hein, je pense, dans les invitations où vous devez avoir nos coordonnées. Donc là, vous n'hésitez pas pour l'instant à m'écrire. Pour l'instant, je ferai peut-être boîte aux lettres et je le transmettrai au sein du grade au département qui est en charge de ce déploiement, de cet accompagnement au déploiement. Et je pense que d'ici 2 mois, effectivement, on devrait avoir la ressource qui sera dédiée et qui viendra animer ce réseau-là. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour tous ces éléments. On arrive sur la fin de ces interventions, à moins qu'il y avait d'autres questions dans le chat ou dans le public. Et on allait terminer par une intervention effectivement de Hadjaratou et de Valérie pour présenter un petit peu justement la commission e-santé de la mêlée et les différentes actualités à venir. Voilà. Juste compléter l'information que j'ai donnée au départ, je vais vous mettre dans le fil de la conversation le lien vers l'adresse mail si vous êtes intéressé par la commission e-santé, donc vous pouvez nous envoyer un message. Et puis je passe la parole à Adja. Rebonsoir tout le monde. Donc, je voulais surtout faire un appel à adhésion, à rejoindre la mêlée. Et je voulais aussi vous présenter notre nouvel événement qui va s'appeler Viens pitcher ta e-santé. La cible, ça va être tous les acteurs du secteur de la e-santé, les entreprises, les startups, les institutions, les usagers, les professionnels de santé, à venir donc présenter soit sa société, son innovation, un sujet, une actualité autour de la e-santé, de présenter ses outils et de proposer des projets, des partenariats, etc. Ce sera un format donc en visio et en présentiel dès que ça va être vraiment possible. Et donc, les participants pourront échanger et se présenter. Tout ça pour promouvoir la e-santé, informer les usagers et se faire connaître de l'écosystème aujourd'hui sur notre territoire. Voilà, je vais vous donner notre adresse email pour pouvoir candidater au plus tôt et pouvoir participer à cet événement. Le premier événement, donc Viens pitcher ta e-santé, aura lieu le 7 avril. Et donc, on attend les participants et on attend effectivement prochainement de pouvoir tous vous rencontrer et vous proposer cet événement. Voilà. Merci beaucoup, Adja. Merci à tous pour cette première édition des rendez-vous de la e-santé qui va être amenée à se prolonger, à se diversifier, effectivement, avec tout plein d'autres événements. Je m'excuse pour ma part, j'ai coupé la caméra parce que je suis déjà en mobilité en train de partir. Mais en tout cas, merci à tous. C'était riche d'enseignements. N'hésitez pas à continuer à échanger avec la commission. Vous avez compris, e-santé@
lamêlée.com et on se retrouve pour les prochains événements tous ensemble. Merci à tous les intervenants pour votre disponibilité et à tous les participants pour avoir posé vos questions et voilà, et participer ensemble à l'innovation et à la modernisation du secteur e-santé. Merci. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous, au revoir.